Bonjour tout le monde, bienvenue sur Faut ce qu'il faut pour la deuxième partie de ma vidéo sur la guerre du Vietnam. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous oblige à la voir, parce que la guerre n'a pas commencé avec l'arrivée des Américains, et beaucoup des erreurs qui ont mené à l'échec éventuel de la guerre ont été commises avant l'arrivée des troupes américaines. Commencer en 65 serait comme commencer le Seigneur des Anneaux ici. Ça a l'air cool, mais on comprend pas vraiment ce qui se passe. Il va être question ici donc de l'arrivée des troupes américaines, de la campagne aérienne Rolling Thunder, la stratégie des deux côtés, du grand nombre d'erreurs qui ont été commises de part et d'autre. Il y a une très grosse différence entre la perception populaire autour de la guerre et ce qui est vraiment arrivé, parce que c'était très politisé. Alors je vais aborder des vieux mythes autour de la nature de la guerre, de l'idée qu'elle était impossible à gagner, de la vieille image qu'on a des Américains qui utilisaient des méthodes conventionnelles contre des guerriers en sandales, de la théorie des dominos, de Rolling Thunder et du général Westmoreland, pour ne nommer que ceux-là. Je vais également focaliser sur le Vietnam du Sud, qui est pas mal le grand oublié de la plupart des contenus sur la guerre, mais qui au final restait le centre de la guerre. L'arrivée de la 325e division nordiste et de d'autres unités dans le sud au début de 1965 a mis à mal la situation pour les Sud-Vietnamiens qui étaient déjà étirés. Westmoreland a reçu le 19 janvier la permission d'utiliser l'aviation américaine, ce qui a évité une défaite. Les Vietcong recevaient des armes automatiques, des mortiers et des lance-roquettes par voie maritime et terrestre et devenaient mieux équipés que les soldats sudistes. Les Américains ont répondu avec l'opération Market Time, qui a presque fait cesser les infiltrations maritimes. Le président Johnson restait convaincu par ses conseillers que le Vietcong était autosuffisant et refusait les recommandations d'aller plus loin en coupant les approvisionnements passant par le Cambodge et par le port de Haiphong dans le nord. À Hanoï, Ho Chi Minh et Le Duan croyaient que le temps était venu de détruire la RVN à l'été et à l'automne avant que les Américains puissent réagir et montrer l'exemple au communisme international en battant l'agression américaine. Le Vietnam du Nord bénéficiait d'une aide soviétique 10 fois supérieure en 1965 par rapport à l'année précédente et disposait désormais d'avions modernes et de missiles antiaériens. La Chine faisait aussi preuve de soutien, notamment avec 221 000 fusils et 114 millions de balles. En privé par contre, les Soviétiques voulaient éviter une victoire décisive du Nord et un gain de prestige chinois. Mao disait que l'armée chinoise irait pas au Vietnam, et la Chine a seulement protesté verbalement aux opérations aériennes américaines sur le Nord, mais Johnson n'a jamais capitalisé. L'administration américaine voulait à tout prix éviter une répétition de la Corée et de provoquer la Chine. Mao a réalisé ça et est devenu plus impliqué dans l'effort de guerre nord-vietnamien, notamment avec des troupes pour des tâches logistiques pour libérer des troupes de combat nord-vietnamiennes. On cherchait à faire compétition à Moscou. Les premières troupes américaines ouvertement impliquées, 2 bataillons de Marines, sont débarqués à Da Nang le 8 mars pour aider à stabiliser la situation. Le gouvernement de Phan Huy Quat continuait à accepter toutes les concessions voulues par les bouddhistes de Thi Quang pour éviter un nouveau 1963, et le gouvernement connaissait sa pire performance de la guerre. Les communistes progressaient dans la campagne et les paysans n'avaient pas d'autre choix que de se rallier à eux. Devant les problèmes politiques et militaires, Taylor, McCone et les chefs d'état-major ont demandé l'augmentation d'intensité de Rolling Thunder pour empêcher les renforts du Nord, mais le président Johnson faisait preuve d'une méconnaissance totale des affaires militaires. Il a même demandé au secrétaire McNamara « Je sais pas s'il y a un moyen, Bob, avec tes petits avions et hélicoptères, de repérer ces gens et ensuite envoyer l'information par radio pour que des avions viennent et les bombardent. » Il voulait éviter d'envoyer des troupes de combat, mais les militaires disaient qu'il fallait s'attendre à une campagne de 5 ans avec 500 000 hommes, ce qui était assez véridique. Il a accepté d'en envoyer au compte-gouttes sur conseil de McNamara, mais cherchait toujours à minimiser la publicité. Hanoï demandait en préalable à toute négociation que les États-Unis se retirent unilatéralement et renversent le gouvernement du Sud, donc en somme de perdre. Devant l'offensive nordiste à venir, le président américain a choisi la plus faible des options d'augmentation de troupes qui y avait été proposée. Le nombre de soldats américains est passé de 33 000 à 82 000 en mai, au début de l'offensive communiste. Contrairement à la perception qui veut que ça cède la guérilla, c'était plutôt une guerre conventionnelle avec des armes modernes. Il y avait 150 000 troupes communistes dans le Sud au début de l'année. Elles ont débuté à Phu Long le 11 mai avec l'équivalent d'une division équipée d'artillerie. La peur des dominos augmentait en 1965 et la théorie était confirmée. Les alliés des Américains dans le monde, notamment les Saoudiens et les Ouest-Allemands, se disaient soulagés de les voir confronter le communisme. Un argument avancé contre la théorie des dominos dit que la région n'est pas tombée avec la chute du Vietnam du Sud en 1975. Bon, déjà, le Laos et le Cambodge sont tombés, et la situation en 1975 était différente de celle de 1965. Entre-temps, il y a eu la chute de Sukarno en Indonésie, la révolution culturelle en Chine, l'agrandissement du bris sino-soviétique, le rapprochement de Nixon avec les deux puissances, et les guerres en Indochine.
La Chine, notamment avec tout ça, avait bien moins envie de combattre l'influence américaine dans la région. En 1965, la Chine progressait, l'Indonésie devenait un allié communiste, et il y avait des insurrections pro-Chine en Thaïlande, en Malaisie, au Laos et en Birmanie. Le prince Sihanouk du Cambodge se rapprochait des communistes et laissait passer les approvisionnements vers le Vietnam par son territoire. L'Indonésie était dans une position géostratégique capitale, avec les routes maritimes et sa grande population. Sukarno a ouvertement forcé son pays vers le socialisme et se disait allié de la Chine et du Vietnam du Nord. Les événements au Vietnam influaient sur la situation indonésienne. Les généraux indonésiens étaient déçus par les demi-mesures américaines et disaient clairement que l'orientation du pays allait dépendre des événements vietnamiens. Ils disaient que l'Asie respectait la puissance et ne respectait pas la faiblesse ou le manque de volonté des forts. C'est l'expression de force américaine qui les a motivés à résister à la tentative de communisation plus tard dans l'année et à renverser Sukarno. En Indo-Pacifique, les Américains avaient le soutien de la Thaïlande, la Malaisie, Taïwan, la Corée du Sud, la Birmanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Inde, qui craignaient tous l'expansion soviétique et soutenaient l'effort américain. La théorie des dominos était donc un souci légitime à l'époque. La situation pour Saigon par contre allait de pire en pire. Les communistes frappaient des petites unités et embusquaient systématiquement les renforts sudistes. La 304e division nord-vietnamienne était en route pour le sud. À Dong Xoai, près de Saigon, les Viet Cong ont attaqué avec des armes lourdes et des lance-flammes. Washington a finalement donné le feu vert à Westmoreland pour que les troupes régulières américaines participent au combat. Le premier ministre Quat a annoncé sa démission sur fond de crise politique le 11 juin, et aux grandes dames de Thi Quang, le pouvoir est allé à Nguyen Cao Ky et Nguyen Van Thieu. Ceux-ci ont finalement écarté l'influence de Thi Quang pour focaliser sur la guerre. Thieu est un cas particulièrement intéressant, et comme on va le voir, il a été un acteur clé dans la transition d'un régime militaire vers une démocratie constitutionnelle, mais les militants anti-guerre le traitaient comme un dictateur répressif et corrompu. Thieu cherchait absolument à triompher sur les ennemis et voyait par expérience qu'une paix négociée était une pente glissante. Il voulait en même temps établir un État moderne, développé et démocratique. Ses politiques étaient à la fois incrémentales et révolutionnaires. Mais ça serait pas pour tout de suite. Pour l'instant, le pouvoir était partagé. À la fin de juin, les communistes avaient incapacité l'équivalent de 2 divisions sudistes. Ils pensaient encore que les Américains interviendraient pas sérieusement. Tandis que Westmoreland disait qu'il fallait plus de troupes, McNamara affirmait que Rolling Thunder dissuaderait Hanoï d'envoyer plus de renforts. Le commandant du MACV disait qu'il fallait attaquer les grandes unités ennemies. Contrairement aux critiques de la guerre conventionnelle qui l'ont accusé de vouloir uniquement focaliser sur ça, Westmoreland voulait détruire les grandes unités ennemies pour faciliter la pacification. Le président Johnson continuait à ignorer l'avis des militaires. L'ancien président Eisenhower lui a dit que s'il voulait s'impliquer dans le conflit, il fallait s'y commettre entièrement. Johnson n'aimait pas les options et se montrait indécis. Il a accepté des hausses de troupes, mais a rejeté l'appel aux réserves, la hausse des bombardements de Rolling Thunder et le minage des ports nord-vietnamiens. Même à ça, il voulait encore minimiser l'ampleur de la guerre, en bonne partie pour protéger ses projets domestiques comme la Great Society, et aussi parce qu'il voulait garder l'option de retrait. À ce moment, il voulait seulement stabiliser le Sud, quitte à l'abandonner l'année d'après, selon lui sans risquer de coups à l'international. Il disait en privé à McNamara que c'était pas l'intention initiale lors de la résolution du Golfe de Tonkin et qu'il aimait pas cette option. Même si c'était un changement majeur de politique, il affirmait le contraire en public. Ce qui l'a poussé à envoyer des troupes sur place était le désastre imminent pour le Vietnam du Sud. Ce qui a ultimement mis à mal ces efforts-là était le rejet d'options très faisables au Laos et au Vietnam du Nord, résultat de peur et de confiance mal placée dans certains membres de son administration. La question de la stratégie américaine est extrêmement importante parce que c'est un des facteurs les plus importants pour expliquer l'absence de victoire américaine. Au rappel, il faut différencier entre stratégie et tactique. La stratégie étant des lignes directrices pour une guerre ou une campagne, le niveau macro, et des tactiques étant plus spécifiques à des batailles, donc le niveau micro. D'un point de vue logistique et tactique, les Américains ont réussi partout. Au sommet de la guerre, ils transportaient, nourrissaient et approvisionnaient 1 million d'hommes qui entraient et sortaient du pays. Sur le terrain, les forces américaines battaient constamment les forces vietnamiennes ou les Viet Cong, mais à la fin, c'est le Vietnam du Nord qui est ressorti vainqueur. Pourquoi? Une des grosses raisons est l'absence de stratégie et d'objectifs. De ne pas avoir établi d'objectifs clairs, de les expliquer au peuple américain, et de ne pas avoir établi une stratégie de victoire en conséquence. Il y a un vieux dicton qui dit qu'on se prépare pour la dernière guerre, mais très souvent c'est faux. Pour le Vietnam, les Américains n'ont pas retenu les leçons de la Corée et se préparaient à des guerres imaginaires, notamment avec le focus sur le nucléaire. Johnson avait comme priorité son programme de réforme domestique, la Great Society, et voyait la guerre comme une distraction. Il a toujours voulu la minimiser et a jamais essayé de mobiliser le peuple derrière. On traitait ça au départ comme une action policière et on a essayé de faire de sang-froid ce qui ne peut être fait que de sang chaud. Le secrétaire de la Défense McNamara disait à l'époque que le Vietnam était la démonstration qu'on pouvait faire la guerre sans mobiliser le soutien populaire.
Le président aurait probablement pu obtenir une déclaration de guerre en août 64, mais s'est contenté d'une résolution au Congrès. Au départ, le gouvernement n'envisageait pas une longue guerre. On pensait seulement à protéger les bases et bombarder le Nord pour faire cesser l'agression. Un gros facteur d'antimidité américaine était la peur de la guerre nucléaire et celle d'une entrée en guerre de la Chine comme en Corée. Mais comme on l'a vu, ni Beijing ni Moscou étaient prêts à aller en guerre contre les Américains pour le Vietnam. Tandis que le Vietnam du Nord combattait une guerre d'Indochine et établissait des bases au Cambodge et au Laos, les Américains se restreignaient au Vietnam à cause de la neutralité officielle des deux pays. Ça a donné un énorme avantage aux Nord-Vietnamiens et a été un gros facteur de la victoire. Le gouvernement américain percevait mal la nature de la guerre. Pour la première fois, les sciences humaines et le nucléaire, et non l'expertise militaire, déterminaient la stratégie. Depuis 1945, l'armée de terre avait été négligée au profit des armements nucléaires. Depuis les années 60, il y avait en plus un fantasme sur le défi de la guérilla et des insurrections, avec des théories de contre-insurrection, avec tout le côté transformation de société, qui ont été imposées aux forces militaires sous peine de se voir écartées, comme c'est arrivé au chef d'état-major Decker sous Kennedy. Le rôle d'armée était surtout vu en termes de nation building, plutôt que l'application de force pour la défaite d'un ennemi. Au final, Decker avait raison. Les Vietcong ont été battus par des forces conventionnelles, et ça a été des forces conventionnelles nordistes qui ont gagné en 1975 avec 22 divisions, et non pas en gagnant les cœurs et les esprits de la population. L'ancien chef d'état-major Taylor disait que les Américains voulaient pas battre les Nord-Vietnamiens, mais leur faire cesser leur manière. On traitait les forces armées comme moyen d'envoyer des signaux politiques plutôt que des moyens de guerre. Les théories de penseurs comme Osgood et Schelling, adoptées par les membres de l'équipe de McNamara, parlaient de gagner sans combat. Les WizKids, comme ils étaient surnommés, considéraient que les théories académiques étaient supérieures à l'expérience et au jugement des militaires qui étaient plus difficiles à quantifier. Ça a été illustré quand l'assistant secrétaire de la Défense John McNaughton disait avec condescendance au commandant de la 7th Air Force Moore que les missiles antiaériens soviétiques au Vietnam du Nord étaient seulement du signaling de la part des Russes pour apaiser Hanoï et que de ne pas les détruire signalerait aux Nord-Vietnamiens de ne pas les utiliser. 2 semaines plus tard, un avion américain était descendu par un de ces missiles-là, le premier de 112. Il différenciait pas la guerre révolutionnaire, qui vise à gagner par soi-même, et la guérilla, qui vise à affaiblir un ennemi en vue d'une guerre conventionnelle. Mais il y en a toujours qui essayent de rentrer le Vietnam dans le moule de la guerre révolutionnaire et disent que l'échec avait été de ne pas avoir assez appliqué la contre-insurrection. C'est un point de vue qui adhère aux dires nord-vietnamiens selon lesquels il y avait une guerre populaire et que l'armée nord-vietnamienne était seulement son extension. McNamara et son équipe étaient axés sur une vision rationaliste et à prétention universaliste des choses. Ils voulaient appliquer le modèle économique, avec un minimum d'intrants pour produire un maximum d'extrants, le tout avec des acteurs rationnels, à la guerre. La réalité était différente. Les décisions de l'ennemi pouvaient surprendre, ce qui arrivait souvent, et frustrer les plans. Le président Johnson manquait de confiance envers les militaires, les consultait pas souvent, et parfois les insultait ouvertement. Le Congrès offrait pas d'alternative et posait pas les bonnes questions aux militaires. Le Planning, Programming and Budgeting System avait été mis en place pour fournir l'armée en temps de paix, mais a été appliqué ici à la guerre. Contrairement à l'approche économique, en guerre on veut avoir un excès de moyens pour gagner, pas le minimum requis. Du fait de la politique de l'administration Johnson, on n'essayait pas de gagner en allant battre les Nord-Vietnamiens, on essayait juste de pas perdre le Vietnam du Sud. Et dans ce jeu-là, les Nord-Vietnamiens avaient plus de patience. Il y avait plusieurs raisons à ça. Comme on l'a vu, le mythe de la neutralité du Laos et du Cambodge, il y avait la nature graduelle de la guerre qui promouvait l'inertie, il y avait une incapacité à distinguer ce que le Sud pouvait et devait faire pour soi-même et les limites de ce que l'aide étrangère pouvait apporter, et surtout la peur d'une intervention chinoise comme en Corée. Mais contrairement au cas coréen, la Chine n'avait jamais été menacée d'invasion du côté du Vietnam. Comme on l'a vu, Mao en 64 et 65 voulait pas s'engager à défendre Hanoï, et la révolution culturelle en Chine avait mis le pays à genoux. C'est pour ça que les demandes de Westmoreland d'aller frapper les bases communistes au Laos et au Cambodge étaient refusées, de même que le plan du général sudiste Cao Van Vien d'effectuer des opérations dans ces deux pays-là avec un crochet amphibie au nord. Au lieu de défendre une petite frontière, il fallait défendre l'énorme frontière sud-vietnamienne. C'est un peu comme essayer de décoper un bateau au lieu de boucher le trou, à un moment donné on se fatigue. Les militaires, quant à eux, étaient coupables d'avoir sous-estimé leur ennemi et ont plié devant le refus politique, en pensant qu'ils pourraient gagner même avec la mauvaise stratégie. Aucun d'eux a offert sa démission. Les Américains ont laissé la défensive stratégique comme fin en soi en attendant les événements. Les militaires étaient contraints de mener une guerre d'attrition, ce qui a été blâmé sur Westmoreland et qui demandait de la patience, que les Américains ont toujours eu en petite quantité. Westmoreland avait été critiqué surtout pour focaliser sur les grandes unités communistes dans des opérations mobiles, mais en réalité, aussitôt que les Américains dispersaient leurs troupes, les communistes les attaquaient avec des forces supérieures. Il fallait donc chasser les grandes unités ennemies avec des forces conventionnelles avant de s'en prendre aux guérillas dispersées. En plus des problèmes d'unité de commandement à Washington, il y en avait pour le théâtre d'opération.
Des quartiers généraux stratégiques étaient situés à Hawaï, l'autorité de Westmoreland était confinée au Vietnam du Sud, et la guerre aérienne sur le nord et la pacification étaient séparées de la guerre conventionnelle. Certaines directives venaient d'Honolulu et d'autres venaient de Washington. Pour les Nord-Vietnamiens, la stratégie était plus clairement énoncée et ils n'ont jamais abandonné leur objectif de conquête du Sud, peu importe les délais et les coûts. Ils avaient pour ça comme moyen leurs forces régulières ainsi que les Viet Cong dans le Sud. Pour les communistes, la lutte était un concept clé, avec la lutte armée qui incluait les combats, les assassinats et les kidnappings, et la lutte politique qui incluait la manipulation de la perception à l'international, la destruction du Sud par des moyens non militaires et l'administration des zones libérées. Certains comme Tuong Chin favorisaient la lutte politique et la manipulation de la perception à l'international, tandis que d'autres comme Lê Duan voulaient des grandes batailles. Le focus de Hanoï allait changer plusieurs fois durant la guerre. La guerre révolutionnaire de 1959 à février 65, avec la lutte politique pour affaiblir l'autorité de Saigon. De 1965 à 68, une lutte armée pour confronter la puissance américaine, ce qui a mené à énormément de défaites et de pertes. De 1968 à 72, avec un retour plus vers la lutte politique avant l'offensive de 1972, une autre débâcle. Et finalement, de 72 à 75, un focus sur la lutte politique avant un retour à la lutte armée en 74 jusqu'à la victoire. Un bon exemple de mauvaise gestion de la guerre par Washington était l'opération Rolling Thunder, la campagne de bombardement sur le nord qui a débuté en mars. C'était une campagne de bombardement progressif avec un but de persuasion stratégique pour amener Hanoï à cesser ses actions et pour stopper le flot d'hommes et de matériel vers le sud. La théorie de Rolling Thunder était la réponse graduée, soit la théorie qu'en augmentant progressivement l'intensité des bombardements et en offrant des pauses, Hanoï verrait la tendance et cesserait ses actions. McNamara espérait projeter un message de force par la restreinte. Évidemment, les communistes comprenaient pas pourquoi les Américains n'utilisaient pas toute leur puissance, avec seulement une frappe par semaine au début, et profitaient des pauses pour reconstruire en plus fort. Les militaires disaient que si la force devait être employée, elle devrait l'être à pleine intensité, pas pour envoyer un message politique basé sur des théories de sciences humaines. Johnson et Rusk répondaient qu'une trop grosse campagne aérienne amènerait une intervention chinoise. En plus de limiter l'intensité, McNamara déterminait pour chaque frappe la cible, le jour et l'heure, le nombre d'attaques, la direction de l'attaque, les avions et les munitions. Le président Johnson se vantait que l'aviation pouvait pas bombarder une bécosse sans son autorisation. Les avions pouvaient pas dépasser le 19e parallèle, pouvaient pas aller d'initiative en frappant des cibles d'opportunité, et la reconnaissance aérienne était interdite. Les frappes au Laos sur la piste Ho Chi Minh ont suivi la même tendance. Elles devaient être approuvées 2 semaines en avance, devaient être à moins de 200 mètres de la piste, et les attaques sur des cibles secondaires étaient interdites. Jusqu'en 1967, les chefs militaires n'étaient pas impliqués dans la sélection des cibles. L'Air Force et la Navy étaient frustrés, d'autant plus que le secrétaire de la Défense a eu le culot de les critiquer pour un manque de résultats. Seulement quelques infrastructures de transport et baraques militaires étaient frappées. 2 mois et 10 jours après le début, le président a suspendu Rolling Thunder en lançant un signal de négociation à Hanoï, qui l'a rejeté et a utilisé le temps de pause pour intensifier ses opérations. Ça faisait aucun sens. Les aérodromes nord-vietnamiens auraient dû être frappés en premier pour paralyser leur aviation, mais Washington disait que les aérodromes étaient tenus en otage par la possibilité d'intensification des bombardements. Tout à fait, Jean-Paul, tout à fait. Les sites de missiles antiaériens pouvaient pas être attaqués tant qu'ils étaient en construction, par peur de toucher les soviétiques qui les mettaient en place. Le système antiaérien nord-vietnamien allait devenir le plus imposant au monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour l'aviation nord-vietnamienne, l'objectif était pas de détruire les avions ennemis, sachant qu'il serait impossible d'établir la supériorité aérienne, mais de forcer les Américains à abandonner leur mission en leur faisant larguer leurs bombes. Les Américains ont réalisé qu'ils n'étaient pas préparés à des combats aériens. Avant la guerre, le focus était sur la guerre nucléaire. Les pilotes étaient plus entraînés pour des combats de chasseurs et leurs appareils étaient mal équipés pour ça. Leurs missiles manquaient de fiabilité et ils avaient souvent pas de canons pour compenser. Après la première pause de bombardement du 13 au 18 mai, Rolling Thunder a été étendu jusqu'au 20e parallèle et augmenté à 2 frappes par semaine. Le Pentagone avait une obsession pour les chiffres, poussant les services à faire des sorties pour faire des sorties, quitte à bombarder de la jungle et dire qu'il y avait des camions, et quitte à envoyer des sorties avec une seule bombe. Les pilotes étaient cyniques parce que leur vie était en jeu. Les bombardements ont été arrêtés de nouveau de Noël 1965 au 31 janvier 1966. Hanoï en a encore profité au maximum. La réponse graduée avait envoyé aux Nord-Vietnamiens le message inverse de ce qui était voulu. Hanoï y voyait un manque de volonté américaine. Les chefs militaires étaient pour frapper des véritables objectifs dans le Nord au lieu de se contenter de baraques. McNamara et son équipe étaient convaincus par les statistiques qu'ils étaient sur la bonne voie,
mais ils étaient incapables de mesurer des choses comme la détermination nationale et l'esprit combattant individuel. Il y avait plusieurs problèmes pour la marine américaine, avec des vieux équipements usés à la corde et des équipages complètement fatigués. Pour Rolling Thunder en 1965, 180 avions américains ont été perdus. Après la guerre, le général nordiste Yap disait « On a toujours su qu'on devrait cesser la lutte le jour où les B-52 arriveraient sur Hanoï. Mais ça allait pas être le cas avant 1972. Trop tard. » Pour la guerre aérienne dans le sud sinon, on entend souvent que les bombardements étaient indiscriminés avec des Free Fire Zones, ce qui n'était pas souvent le cas. Il fallait l'autorisation de personnel accompagner les troupes pour désigner des cibles et celle de chefs de district ou de province pour commencer les bombardements. Au Vietnam, seulement quelques zones non habitées sous contrôle ennemi total étaient des Free Fire Zones, tandis qu'ironiquement, durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre juste, toute l'Europe était une Free Fire Zone. La piste Ho Chi Minh a été l'un des éléments les plus importants de la guerre, et complètement sous-estimé par Washington à l'époque. Les Nord-Vietnamiens ont toujours nié leur présence dans le sud, disant que c'était une guerre populaire révolutionnaire, et beaucoup en Occident ont gobé ça. Ils avaient une force de 30 000 hommes au début pour convertir les chemins en réseau de route. Au début, il s'agissait de chemins de terre avec 6 mois de voyage, tandis qu'en 1975, ça prenait moins d'une semaine et consistait en 20 000 km de route, 5 000 km de pipeline et 10 000 véhicules de transport. En plus de la logistique, ça donnait aux communistes des lignes intérieures plus rapides que dans le sud pour concentrer des hommes efficacement. La piste a été complétée par une route allant du port de Sihanoukville jusqu'à la frontière vietnamienne. Seulement en 1969, sous Nixon, les Américains ont frappé les bases communistes au Cambodge et ont ôté cette possibilité. Les avocats de la puissance aérienne, comme d'habitude, disaient que l'aviation pouvait tout régler seule et détruire la piste, mais les opérations Steel Tiger, Tiger Hound et Commando Hunt ont seulement réussi à la ralentir. Chaque demande de Westmoreland d'envoyer des troupes bloquer la piste a été refusée. Seulement en 1971, il y a eu une tentative par les Sud-Vietnamiens qui a mené à une bataille importante. Pour revenir à la situation au sol, comme on l'a vu, les premiers bataillons de Marines étaient débarqués le 8 mars à Da Nang, dans le nouveau gouvernement à Saigon, qui avait le pouvoir en tant que premier ministre et Thieu avait un rôle symbolique comme chef d'État, qui était jeune et flamboyant, tandis que Thieu était peu connu mais respecté par les nationalistes pour son talent administratif et sa discrétion. Le 11 mars 1965, le FNL a lancé sa plus grande offensive et l'été a marqué le point bas de l'armée sud-vietnamienne. La RVN était sur la défensive et les pertes à la désertion étaient hautes. Les communistes exécutaient les blessés à coups de feu ou d'armes blanches. Westmoreland a proposé à Washington un plan voulant que les Américains se concentrent sur des grandes unités ennemies avec leur puissance de feu dans des opérations Search and Destroy, tandis que les Sud-Vietnamiens, plus aptes aux relations avec la population, protégeraient celle-ci de la guérilla. La RVN jusque-là avait été aux prises avec les grandes unités ennemies. Ça faisait du sens, mais sa stratégie a été critiquée par les adeptes de la contre-insurrection pour le focus sur la guerre conventionnelle. Contrairement à ce que beaucoup ont dit, il ne s'agissait plus d'une lutte pour la loyauté de la population. Les opérations Search and Destroy étaient essentielles pour protéger les efforts de pacification sud-vietnamiens, mais on en a retenu l'image de patrouille dans la jungle et la destruction de propriétés sans but apparent, ce qui n'était pas le cas la plupart du temps. L'utilisation de body counts, soit de compter le nombre de morts ennemis parce que McNamara voulait absolument quantifier le succès, a contribué à donner une mauvaise image à l'effort de guerre. Hanoï voulait lancer l'assaut avec ses troupes pour prendre les villes côtières. La division 325A a lancé son attaque dans la zone Kontum Pleiku et allait briser les forces sudistes. Westmoreland a finalement eu le 26 juin l'autorisation d'utiliser ses troupes en bataille. Ni Washington ni Hanoï avaient prévu ça initialement. Le commandant du MACV demandait 270 000 hommes et Johnson n'en avait accepté qu'une partie pour continuer à minimiser la guerre. Le tout était un défi logistique énorme parce qu'il fallait acheminer tous les hommes et les matériels à travers le monde, fournir la RVN en plus, et le Vietnam manquait d'infrastructures. Le 18 août, les Marines ont lancé l'opération Starlight sur le village côtier de Van Thuong, tenu par les Nord-Vietnamiens. Ceux-ci avaient établi leur position près des civils, espérant peut-être éviter le feu d'armes lourdes, mais les Américains choisissaient de les attaquer plutôt que de risquer leur propre perte. C'était la même chose que dans toutes les autres guerres, et comme dans les autres, les civils blessés ont été soignés par des médecins américains par la suite. L'un des Marines tirait dans les corps ennemis pour débusquer des faux morts. Le capitaine Webb, qui commandait son unité, il a dit d'arrêter ça parce que c'était inhumain. Quelques minutes plus tard, un ennemi qui faisait le mort a tué Webb avec une grenade. Les morts communistes estimés étaient de 1430 et le haut commandement nord-vietnamien a décrété que les unités principales ne devaient plus tenir des bases sur la côte. Elles devaient désormais surtout se baser dans des terrains difficiles. Les pertes américaines étaient de 45 morts et 203 blessés. L'opération Starlight avait démontré l'efficacité du renseignement, de la mobilité et de la puissance de feu américaine. L'élément le plus fort de la puissance américaine était ses aéronefs. La grosse innovation de la guerre était l'usage intensif d'opérations aéromobiles.
Il y avait des divisions spécialisées, des divisions de parachutistes convertis et d'autres divisions transportées par hélicoptère. Les Nord-Vietnamiens avaient comme avantage leur excellente capacité à bouger à pied sans détection et frapper par surprise. Il y avait dans cette guerre dès le début une grande présence de journalistes qui rapportaient chaque cas de dommage sur des civils par des Américains. À Camney le 3 août, 51 huttes avaient été détruites dans les combats. Des correspondants ont rapporté que les Marines avaient détruit 150 maisons et avaient l'ordre de raser le village. Les journalistes avaient déjà mal représenté les forces vietnamiennes, mais jamais des soldats américains. Le gros de la presse était favorable à la guerre, mais le reportage négatif allait devenir plus commun. Le problème le plus important restait l'utilisation du Cambodge et du Laos par les Nord-Vietnamiens. Les chefs d'état-major recommandaient encore d'opérer sur ces territoires-là pour empêcher les infiltrations, d'intensifier Rolling Thunder et de miner les ports au nord. La Chine à ce moment-là disait qu'elle combattrait seulement s'il était envahi, mais Johnson et McNamara ont refusé les recommandations en parlant du risque d'escalade. McNamara disait que si les États-Unis s'empêchaient de frapper les Nord-Vietnamiens avec une force massive, les puissances communistes feraient également preuve de restreinte. Comme je l'ai mentionné, le domino indonésien continuait à tanguer du côté communiste à l'été, avec Sukarno parlant d'un axe Jakarta, Pékin, Pyongyang, Hanoï, Phnom Penh, de bloquer les détroits de Malacca pour lutter contre l'impérialisme, et a déclaré que les citoyens non révolutionnaires pourraient pas exister dans le pays. Il a tenté le 1er octobre une purge de généraux pour éviter un coup d'État, mais il avait sous-estimé le général Suharto, qui était encouragé par les efforts anticommunistes au Vietnam, et s'est activé à écraser les conspirateurs. Suharto a fini par prendre le pouvoir et écarter Sukarno, sécurisant le plus gros domino de la région. Au début d'août, les divisions nordistes se préparaient à foncer vers la côte pour couper le pays en deux. Westmoreland l'avait anticipé. Les Sud-Vietnamiens ont réussi à bloquer les Nord-Vietnamiens, qui ont réalisé qu'une conquête rapide était désormais impossible et ont adopté une stratégie d'attrition pour toucher la volonté politique américaine. Après une tentative de prise ratée du camp de Playmay le 19 octobre, le général nordiste Chu Huy Man a décidé de retirer ses troupes vers la vallée Yadong pour récupérer. Westmoreland a décidé de les poursuivre avec la première division de cavalerie. Rarement une poursuite militaire a été aussi dévastatrice. L'opération Starlight et la poursuite hors de Playmay sont devenues les opérations Search and Destroy les plus connues du début de la guerre, mais elles n'étaient pas les seules victoires de la sorte. À la mi-septembre à Binh Dinh, lors de l'opération Gibraltar, les Américains ont battu le 2e régiment nord-vietnamien. Ils ont compté 226 corps ennemis et ont perdu 13 morts et 26 blessés. Dès la fin d'octobre, les victoires tactiques américaines ont écarté le danger immédiat, alors on pouvait se concentrer sur le long terme. Les restes affaiblis nord-vietnamiens ont été renforcés à Yadong par un régiment fraîchement arrivé. Ils se préparaient à une nouvelle attaque, mais ont été interceptés par un bataillon de la 7th Cavalry du colonel Moore le 14 novembre. Les Américains étaient en net sous-nombre et les troupes arrivaient peu à peu par hélicoptère. Les Nord-Vietnamiens ont lancé des assauts massifs sur les positions de Moore, mais sans succès, et ont fini par se retirer après plusieurs jours. Les Américains ont trouvé 634 corps sur le champ de bataille et ont estimé qu'il y avait eu 1215 pertes supplémentaires. Les Américains avaient perdu 79 tués et 121 blessés. La puissance des armes lourdes américaines avait infligé d'énormes pertes et les soldats d'infanterie avaient montré leur capacité. D'autres bataillons américains sont entrés en bataille par après à Landing Zone Albany. Le 2e bataillon, 7th Cavalry, était une unité peu expérimentée qui n'a pas pris de précautions et dans une bataille a perdu 151 tués et 121 blessés sur 500 hommes. Ils ont compté 403 corps ennemis. Hanoï bien sûr a proclamé Yadong comme une victoire héroïque, et seulement des décennies plus tard, ils ont admis que ça avait dévasté leurs forces sur un plan militaire et psychologique. Les unités manquaient de nourriture et la discipline s'écroulait. Les restes des unités ennemies s'étaient retirés au Cambodge, mais les Alliés pouvaient pas les poursuivre. Le moral était généralement bon du côté américain, mais la grosse présence médiatique avait mis les pertes en gros plan. La victoire au Vietnam restait dure à mesurer. Les Américains pouvaient pas laisser de force d'occupation, mais ils avaient empêché les Nord-Vietnamiens d'atteindre leur objectif. Avec l'abondance technologique, il y avait une dépendance sur la puissance de feu. Ça dominait la pensée tactique et la manière de combattre. Ironiquement, durant la période des conseillers, on critiquait les Sud-Vietnamiens pour vouloir attendre le support aérien au lieu de charger, mais désormais les troupes américaines faisaient la même chose. Les unités devenaient presque des forces de reconnaissance pour appeler soutien aérien. Malgré ça, les troupes communistes gardaient leur mobilité. Elles se désengageaient souvent et la poursuite était un art oublié pour les Américains. Comme le disait le stratège britannique Robert Thompson, si les Américains avaient des faibles pertes dans leur combat, ces pertes-là étaient gâchées parce que leur tactique laissait les ennemis partir. Il y avait environ 80 bastions communistes majeurs dans le sud et des centaines de bastions mineurs, et il était difficile de les trouver et de les détruire. Au même moment qu'à Yadong, il y avait des batailles tout aussi importantes mais moins médiatisées et donc moins connues. Dans la province Binh Duong, un bataillon d'infanterie de la 2e division du colonel Schoffer a combattu presque toute la 9e division nord-vietnamienne, 10 fois plus nombreuse.
Schoffer a dû bombarder des mortiers ennemis retranchés dans un hameau civil pour empêcher une attaque. Les pertes de la 9e division, difficiles à estimer, l'ont poussé à abandonner ses plans d'attaque sur la capitale du district d'Aotieng. Les Américains avaient perdu 20 morts et 26 blessés. Le général Nguyen Chi Thanh et Le Duan poussaient pour plus de grosses confrontations directes et ont passé par-dessus la vie de Giap et d'autres qui voulaient de la guérilla. Ils restaient optimistes par idéologie et parce que les commandants sur le terrain parlaient constamment de victoire contre les Américains, malgré la réalité. Il y a eu plusieurs confrontations où les Nord-Vietnamiens ont battu des unités sud-vietnamiennes avant de se faire battre par les Américains. La RVN a mieux fait dans la région 4e corps, soit le delta du Mekong, en l'absence de troupes américaines. Le général Dang Van Quang avait combattu les communistes à plusieurs reprises dans les derniers mois, et les paysans, s'alignant toujours avec le côté le plus fort, sont passés en grosse partie du côté gouvernemental. À la fin de 1965, les opérations Search and Destroy des Alliés avaient ôté aux Nord-Vietnamiens l'initiative dans la plupart du pays. Westmoreland estimait les pertes communistes pour l'année à 35 000 tués et 6 000 capturés. Les pertes américaines étaient de 1378 tués, 6148 blessés, 143 disparus ou capturés, et pour les Sud-Vietnamiens, environ 14 000 tués, la plupart avant août. Les Alliés tendaient à surestimer les pertes communistes, mais c'était souvent compensé par celles qui rataient, parce que les communistes retiraient souvent leurs morts et leurs blessés du champ de bataille. Les Nord-Vietnamiens continuaient cependant à générer des combattants, et les analystes du MACV avaient sous-estimé les forces ennemies. Selon les statistiques nordistes, presque 47 000 Nord-Vietnamiens ont été infiltrés en 1965, comparé à 17 000 l'année précédente. Ils avaient 5 divisions sur place. Les forces du Sud ne pouvaient pas soudainement être agrandies parce que leur système était déjà étiré et il manquait déjà de bon leadership. Westmoreland voulait compenser en infligeant plus de pertes aux communistes, mais n'était pas confiant en ses capacités. À la fin de novembre, il avait demandé à McNamara d'augmenter les troupes jusqu'à 400 000 pour la fin de 1966, beaucoup plus que les 270 000 qu'il avait parlé en juillet. Les chefs d'état-major ont averti le président qu'il faudrait pour ça appeler les réserves, mais Johnson a plutôt accepté le plan de McNamara pour contourner les réserves en recrutant plus de jeunes sans expérience, malgré le fait que ça diminuait la qualité des forces. McNamara refusait les recommandations des chefs d'état-major pour opérer au Cambodge, disait qu'il y avait peu de preuves de présence ennemie. Les militaires avaient l'interdiction de dire à la presse qu'il y avait des Nord-Vietnamiens au Cambodge, ce qui enrageait les troupes combattant des forces ennemies qui se réfugiaient dans ce pays-là. Le dernier débat interne de l'année était par rapport à la suspension de Rolling Thunder. Ceux en faveur disaient que ça amènerait Hanoï à la table de négociation, même si Hanoï avait jamais manifesté d'intérêt pour ça. Les chefs d'état-major, Westmoreland et l'amiral Sharp étaient unis en opération à une pause. Même Lodge, qui était redevenu ambassadeur, était contre. Thieu disait que ça allait seulement permettre à Hanoï de reconstruire, mais les Américains prenaient pas en compte l'avis sud-vietnamien. Edwards disait clairement dans un discours en décembre qu'il était pour la guerre jusqu'à la désintégration de l'armée sud-vietnamienne et que les Américains soient forcés de capituler. Comme Key et Thieu, Edwards voulait la victoire. Johnson a finalement décidé pour une pause des bombardements débutant le 24 septembre. Johnson, au début de 1966, poussait pour son offensive de paix, avec le négociateur Averell Harriman prêt à tous les moyens pour arriver à une paix sans consulter les militaires. Les Nord-Vietnamiens restaient intransigeants et se contenteraient seulement d'une capitulation américaine. Les Américains ont laissé plusieurs semaines de pause de bombardement et Johnson hésitait à reprendre. Les chefs d'état-major et autres militaires voulaient un renouveau en enlevant les restrictions sur les bombardements, mais le président restait convaincu par McNamara et ses WizKids que ça changerait rien. En réalité, la logistique nord-vietnamienne avait été réellement heurtée par les bombardements et leurs forces dans le sud manquaient de ressources pour des opérations. McNamara commençait à douter des chances de victoire de la guerre et était prêt à compromettre l'intégrité du gouvernement sudiste. Seulement avec une enquête du Sénat en 1967, le président a accepté d'intensifier ses bombardements. Westmoreland prévoyait en 1966 de pénétrer les bases ennemies, détruire les forces majeures et sécuriser les centres de population et les routes principales. Les Nord-Vietnamiens, quant à eux, avaient comme stratégie pour 1966 de focaliser sur les grandes forces et d'attaquer partout pour disperser les forces alliées et rendre les sudistes incapables de défendre Saigon. À cause des pénuries logistiques, cependant, les attaques ont été repoussées. Les communistes autour de Saigon dans la région 3e corps décidaient d'éviter le combat, excepté le 24 février lorsque la 9e division a attaqué par surprise une force américaine, ce qui a fini en échec communiste cuisant. Les Américains voulaient éviter les pertes et bombarder les hameaux où les communistes étaient retranchés. Ils demandaient aux civils d'évacuer, mais il y avait évidemment des pertes civiles et les communistes les accusaient de massacres délibérés. Les forces nord-vietnamiennes ont avancé des montagnes vers la côte dans les provinces Quang Thi et Toi Tien, mais après des durs combats en mars, ils ont dû abandonner. Westmoreland poussait encore pour envoyer des troupes bloquer les infiltrations au Laos et au Cambodge, mais McNamara et Rusk refusaient encore.
Le Sud était politiquement plus stable avec Kyi Thieu, qui pliait pas devant les demandes subversives de Thi Quang, surtout quand Kyi était lui-même bouddhiste. Il y avait encore des manifestations, et les communistes avaient des agents avec pour mission de mener la division entre Saigon et Washington. Les deux dirigeants ont réussi à affirmer l'autorité centrale et pouvaient se concentrer sur la construction nationale. Les journalistes américains étaient encore critiques de Saigon, et Lodge, qui auparavant avait participé à la destruction du gouvernement Diem, critiquait désormais les journalistes pour accepter sans question les affirmations des militants bouddhistes. Neil Sheehan et d'autres journalistes parlaient d'une situation catastrophique pour le gouvernement, ce qui était complètement faux. Le gouvernement a organisé des élections pour une assemblée constituante et a fourni du financement pour les candidats. Le FNL bien sûr a menacé de tuer toute personne qui allait participer. Les élections ont été validées par des observateurs internationaux et les gagnants représentaient tous les groupes du pays, avec 81% de participation. Il restait encore le débat sur la constitution à écrire. Il allait avoir en 1966 une accélération de la pacification. La sécurité rurale allait permettre la croissance du Sud en 1967, ce qui à son tour allait permettre au pays de tenir face à l'offensive du Tet en 68. Le responsable américain de la pacification, Robert Comer, était pour d'abord assurer la sécurité, pour ensuite persuader les gens de supporter le gouvernement en distribuant des biens et services, puis en améliorant la gouvernance locale. Thieu et Kyi étaient d'accord, mais étaient prudents. Les communistes continuaient à assassiner des fonctionnaires locaux, quoique moins que l'année précédente, et attaquaient des centres de réfugiés. Il y avait eu de juin 1964 à juin 1966 1 million de réfugiés, et malgré les efforts gouvernementaux, les conditions étaient abyssales. Pour les soldats des deux côtés, les adversaires principaux en temps normal étaient les pièges, les maladies, les sangsues, la chaleur, la pluie, les mauvais officiers, le manque de sommeil et l'ennui. Ils avaient rejoint l'armée souvent pour leur pays et finissaient par combattre pour leurs camarades. L'opinion publique américaine, les militaires et la CIA étaient pour une hausse des bombardements, mais le département d'État restait fermement opposé avec les mêmes arguments de danger d'escalade. En réalité, la Chine continuait à indiquer qu'elle voulait pas intervenir et les tensions chez les puissances communistes empiraient. Moscou commençait à gagner en faveur avec Hanoï au détriment de Beijing. Les douanes disaient notamment que l'URSS était sa seconde patrie. La Chine a gardé ses 300 000 troupes dans le nord, mais a coupé l'aide matérielle en punition. Au Vietnam du Sud, la 324e division nord-vietnamienne est entrée par la zone démilitarisée en mai pour attirer les Marines dans un combat de jungle. Il y a eu encore plusieurs combats où des grandes unités nordistes ont été repoussées par des plus petites unités américaines avec grandes pertes. Le leadership nord-vietnamien continuait à débattre de la bonne stratégie, avec Tan disant que les grosses batailles marchaient très bien, et Giap pour le retour à la guérilla. Les décisions clés à Hanoï étaient faites par un sous-comité du Politburo incluant Les Duan, Les Duc Tho, Van Thien Dung, Pham Hung et Giap. Ils ont voté en juin pour rester avec la stratégie d'attrition conventionnelle et prévoyaient 2 hausses d'attaque en novembre 1966 et en mars 1967, avec une victoire décisive prévue pour la fin de 1967. Le débat autour de Rolling Thunder a évolué à l'été, avec McNamara réalisant finalement l'importance d'attaquer les instructions pétrolières du Nord. Les Nord-Vietnamiens avaient anticipé ça et avaient dispersé leurs dépôts, souvent près des villages pour éviter les frappes. Johnson a accepté des frappes sur des sites pétroliers dans la région de Hanoi-Haiphong, mais a refusé de lever les autres restrictions. Les bombes ont fait mouche sur des dépôts. Ça enrageait les Nord-Vietnamiens et réjouissait les prisonniers américains qui se voyaient torturés, dégradés et privés de tout, en violation d'accords signés. Hanoï espérait obtenir des renseignements militaires ainsi que des confessions de crimes soutenant la propagande disant que Rolling Thunder visait délibérément des civils. En réalité, les pilotes américains avaient pris des gros risques pour éviter de toucher des civils. Le nombre de civils morts durant Rolling Thunder de mars 1965 à novembre 1968 est estimé à 50 000. Une méthode de torture prisée par les Nord-Vietnamiens était le strapado, qui consistait à couper la circulation sanguine dans les membres. D'autres tortures incluaient le fouet ou la noyade, et plusieurs prisonniers étaient incapables de résister et finissaient par parler. Jeremiah Denton, qui avait résisté à la torture pendant plusieurs jours, avait fini par capituler, mais dans une confession filmée le 2 mai 1966, il avait cligné des yeux en code morse pour communiquer torture. La campagne Paul n'a pas eu l'effet radical voulu à cause de la dispersion des dépôts. Les Nord-Vietnamiens pouvaient encore stocker assez de pétrole reçu pour alimenter l'effort de guerre dans le sud. Les frappes Paul ont eu comme effet de rallier plus d'Américains derrière l'expansion des bombardements. L'approbation américaine pour la conduite de la guerre a augmenté également de 42 à 54%. Le débat continuait autour du Cambodge. Le MACV disait que les approvisionnements communistes par ce pays-là étaient importants, tandis que la CIA disait que les communistes s'approvisionnaient surtout dans le Vietnam du Sud. Le gouvernement évidemment choisissait d'écouter l'option qui l'arrangeait, mais en réalité, même le MACV sous-estimait l'importance du Cambodge pour les communistes. Ça avait permis d'acheminer des canons et des mortiers et des centaines de milliers de tonnes de riz.
Malgré ça, les Nord-Vietnamiens avaient du mal à nourrir leurs troupes, qui devaient cultiver du manioc le long de la piste. La 7e division notamment est restée hors d'action pendant plusieurs mois à cause du manque de riz. En août, les Australiens ont combattu les Nord-Vietnamiens dans l'opération Sheffield. La mousson empêchait les frappes aériennes, mais ils ont très bien utilisé l'artillerie. Les pertes nord-vietnamiennes étaient de 800 morts et 1000 blessés, tandis que les Australiens avaient perdu 17 tués et 21 blessés. Dans les montagnes centrales, un régiment communiste s'est buté à une force américano-coréenne et a subi 700 morts. Dans la province de Quang Tri, une force américano-vietnamienne a attaqué la division 324B dans l'opération Hastings. Westmoreland voulait frapper les bases logistiques de la division qui se trouvait dans la zone démilitarisée, mais le département d'État a dit qu'il ne pouvait pas utiliser des B-52 parce que ça pourrait paraître comme une escalade. Les Marines ont repoussé la division jusqu'à la frontière en lui infligeant encore des grandes pertes. Il y a eu un calme après les défaites communistes à l'automne, mais Hanoï prévoyait des offensives. McNamara commençait à perdre confiance en la guerre et voulait une nouvelle pause de bombardement pour stimuler les négociations. Il disait à tort que Rolling Thunder avait pas eu d'influence sur les infiltrations. Le secrétaire de la Défense voulait trouver des moyens alternatifs pour bloquer les infiltrations et a poussé l'idée d'une barrière haute technologie conçue par des scientifiques universitaires avec plein de capteurs pour détecter les ennemis. Sa barrière, surnommée dérisoirement la ligne McNamara par les militaires, a jamais vraiment fonctionné malgré tous les efforts mis dedans. Les militaires martelaient qu'il fallait enlever les restrictions sur Rolling Thunder. Même s'il y avait 3 fois plus de bombes lâchées que l'année dernière, on frappait toujours les mêmes cibles. Les chefs d'état-major voulaient surtout frapper les ports et les aérodromes. 85% des approvisionnements du Nord passaient par le port de Haiphong. Même les pays asiatiques de la région appelaient à l'intensification des bombardements, mais le président et les secrétaires y étaient opposés, disant que trop de bombardements nuiraient aux négociations. L'autre initiative de McNamara était de réorganiser la pacification selon les idées de Comer, qui voulait centraliser l'effort sous l'égide de l'armée parce que la sécurité venait avant tout. Les chefs d'état-major et Westmoreland étaient d'accord, mais pas les départements civils. Le 2 octobre, les Américains, Sud-Vietnamiens et Sud-Coréens ont débuté l'opération Irving dans la province Binh Dinh. Westmoreland avait des règles plus strictes pour les bombardements qui devaient être approuvées par les dirigeants du Sud, mais ça donnait plus de temps aux ennemis pour réagir. À la fin d'Irving le 24, la première division de cavalerie avait fait 683 tués pour 22 morts américains. L'offensive d'hiver voulue par le Politburo a débuté à la mi-octobre à la frontière cambodgienne. La proximité avec les sanctuaires offrait de la protection et des approvisionnements. Dans la région au nord de Saigon, qui était une priorité pour Hanoï, les opérations ont débuté en novembre. Après des jours de combat, les Nord-Vietnamiens ont quitté la zone, laissant notamment 1106 corps sur place. Westmoreland s'attendait à une offensive nord-vietnamienne depuis la zone démilitarisée et voulait défendre la zone et bombarder les forces ennemies qui étaient massées, mais il n'y a pas eu l'autorisation. L'armée sud-vietnamienne, quant à elle, souffrait de problèmes de leadership, surtout avec les grosses pertes chez les jeunes officiers qui empêchaient la prise d'expérience. Il manquait aussi du côté civil des administrateurs et des cadres pour gérer les zones libérées. Beaucoup de leaders compétents avaient été tués dans les années passées ou écartés pour leur soutien à Diem. Malgré ça, le gouvernement contrôlait 1 million de personnes de plus à la fin de 1966 qu'au milieu de 1965. Les civils continuaient à quitter les zones communistes vers les zones gouvernementales. Les forces nord-vietnamiennes étaient de plus en plus confinées au Laos et au Cambodge, et le général Tan était vraiment content que les Américains refusent d'y aller. En Chine, Mao débutait la grande révolution culturelle prolétarienne qui allait entraîner des millions de morts. Les Nord-Vietnamiens réalisaient que la Chine n'était pas tant un modèle et se rapprochaient plus de Moscou. Rolling Thunder faisait mal, et Ho Chi Minh a explicitement dit au Politburo le 18 octobre qu'il fallait tenter de négocier pour profiter d'une pause pour acheminer plus de matériel dans le sud. Johnson a annoncé une concession avec une limitation partielle des bombardements le 24 décembre, appelant à une limitation similaire des actions nord-vietnamiennes dans le sud. Rolling Thunder souffrait encore des mêmes restrictions et de la même microgestion ridicule de la part de Washington. Même si les attaques sur des sites pétroliers avaient eu un effet limité, les problèmes d'approvisionnement nord-vietnamien étaient nettement pires que ce que McNamara croyait. L'ancien président Eisenhower comprenait pas pourquoi Johnson laissait des sanctuaires, mais le président écoutait pas ses conseils ou ceux des militaires. Pratiquement toutes les insurrections depuis la Seconde Guerre mondiale avaient des sources extérieures d'aide. Westmoreland pouvait pas aller couper le problème à sa source, donc une guerre d'attrition prolongée était inévitable. On va voir dans la prochaine vidéo comment ça a mené à plus de problèmes en 67 et en 68, et comment l'administration américaine a fait preuve d'un manque de leadership et a raté des opportunités.